au centre Aurora. Et oui, Gilbert Nagon n'est pas encore là, mais c'est bien le centre Aurora. Je suis Christelle Egersuller de Chris Magnétisme. Gilbert m'avait reçu dernièrement dans une émission. Et là, cette fois, on inverse les rôles. C'est pour savoir, en fait, vous dire qui est Gilbert Nagon. Voilà, donc bienvenue Gilbert. Bonjour Christelle, bonjour à tout le monde, bonjour les amis, bonjour la famille. Comment ça va? Bien, merci, et toi? Ouais, merci. Bah, tu vois, je commence les questions. Voilà, c'est ça, ouais. Je te reçois dans ton émission, c'est toi qui me posais. C'est l'habitude. Voilà. Et j'ai pas l'habitude d'être interviewé. Voilà. Bah, c'est bon, je m'y prête avec plaisir. Super. Prête au jeu avec plaisir. Alors déjà, quel est ton parcours? Comment as-tu commencé ta vie professionnelle? Mon parcours, alors la vie professionnelle, effectivement, après l'école obligatoire, j'ai fait une année, ne sachant pas quoi faire, une année d'école de commerce. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est la HETS, peut-être, non, l'école de commerce, quoi. Voilà, haute école de commerce. C'était le gymnase à peu près, et puis spécialisé dans le commerce. Mais là, je me suis planté littéralement. Mais je me suis découvert, en fait. J'ai découvert mes points forts, des dons comme ça que j'avais sur l'écriture de la poésie, sur l'art en général, sur le dessin, la peinture et le théâtre. Et là, j'ai eu une révélation, j'ai découvert le théâtre et j'ai décidé de faire du théâtre et je voulais vraiment m'orienter déjà. C'était vraiment une vraie vocation, une vraie révélation à moi-même de devenir comédien. Faire du théâtre, du cinéma, peut-être, éventuellement. Et puis donc, du coup, l'école de commerce était finie. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, voilà, c'est le choc. Ils m'ont dit qu'ils me soutiendraient, mais bon, j'avais 15 ans, quoi. Donc, pour faire déjà une école d'art, il faut avoir 18 ans. Il faut avoir un certain niveau, voilà, Un bagage. une maturité quand même, pour pouvoir exprimer des émotions, du vécu, voilà. Et donc, ils m'ont dit, OK, on te soutient, mais d'abord, tu fais un apprentissage. Mon apprentissage, comme j'étais dans le commerce, employé de commerce, c'était tout dessiné. Et puis, j'ai trouvé un apprentissage. Et puis, effectivement, pendant mon apprentissage, j'ai fait 2 écoles de théâtre avant de rentrer au conservatoire. Mon apprentissage, c'était super découverte aussi du monde professionnel. Ça m'a permis d'acquérir des outils qui sont des outils d'entrepreneur aujourd'hui, dans la gestion d'entreprise, comptabilité, organisation, planification, engagement. Donc, c'est ce que j'ai tiré le mieux. Mais j'ai eu à ce moment-là une motivation surdéveloppée pour ne pas faire un jour de plus dans ce domaine. Alors, donc, j'ai fini mon apprentissage, j'ai fait les concours pour entrer dans une école d'art, de théâtre notamment. Et là aussi, hein, je me suis confronté, c'est vraiment pas facile. On était à peu près 3000 candidats pour une trentaine de places dans une année préparatoire sur 4 ans. Et après la première année préparatoire, on a eu une volée spéciale. Celle-là, c'est que d'habitude, ils prenaient une quinzaine d'élèves. Là, ils ont sabré. Ils ont pris 3 garçons et 5 filles. Wow. Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir les ressources qui m'ont permis d'être sélectionné dans les 3 garçons, parce que c'était vraiment un concours hyper redoutable, très très fort émotionnellement, avec des gens qui sont sortis de ça, mais complètement détruits psychologiquement, émotionnellement. Et puis après, c'était une remise en question tous les 6 mois à peu près, pour savoir si on était admis à continuer à l'école ou pas. Et donc, c'était une école, bien sûr, j'ai essayé plusieurs écoles au Canada, en France, et c'est en Suisse que ça a fonctionné. Donc, je suis resté là. Et puis, voilà, tout en parallèle, je faisais de la peinture à l'huile aussi, où j'ai fait plusieurs expositions. Et puis, j'ai continué ma route comme ça, en faisant des spectacles juste après le conservatoire. J'ai travaillé à peu près 12 ans dans le milieu du spectacle, en faisant un peu tout ce qui est possible et imaginable là-dedans. J'ai fait un tout petit peu de cinéma,
mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse, faut l'avouer. J'ai fait du doublage de films, doublage de publicité. C'est encore des fois ce que je fais encore. C'est la seule chose qui reste aujourd'hui, parce que je faisais jusqu'au mois de juin encore des cours de théâtre pour les enfants. Et puis en 2010, 2009, j'ai fait une rencontre et j'étais pas très heureux dans ce métier, au fait. Le métier de comédien n'est pas, si tu veux, il y a une promesse dans le métier, c'est d'être ouvert aux autres, c'est ce que je voulais, c'était le partage, l'échange, ouvrir des questionnements, un champ des possibles, des réflexions, un imaginaire au public. Et puis au fait, ce que j'ai trouvé dans la réalité du métier, ça c'était accessoire. Même la plupart du temps, les metteurs en scène n'ont rien à faire de ce qu'ils veulent que le public, avec quoi le public ils veulent qu'il ressorte, mais ils veulent faire la morale, ils veulent montrer, ils veulent s'éclater, c'est que de l'ego en fait, que de l'ego. Et c'est vraiment le milieu où, à travers toutes mes expériences professionnelles jusqu'à maintenant, de ce demi-siècle quasi, eh bien, c'est le milieu le plus fascisant que j'ai trouvé, vraiment. C'est une pensée unique. Si tu sors de cette pensée-là, tu es rejeté, t'as pas de droit à la parole, tu es traité comme un esclave dans les pièces de théâtre, où tu n'as rien de droit de dire. On croit que c'est créatif, mais il n'y a que le metteur en scène qui est créatif. Enfin, ici, dans le microcosme dans lequel j'ai évolué en Suisse romande, c'était vraiment pitoyable. Et donc, j'étais pas heureux. Ok. Et pourtant, on idéalise le métier d'acteur. On se dit, oh super, c'est génial, je passerai à la télé. Ouais, exactement. Et ça l'était pour moi. Et puis, oui, ça a nourri pendant un temps mon ego. Effectivement, j'ai eu des gros succès théâtraux. Et puis voilà, puis ça arrivait assez vite dans ma carrière de comédien. Et puis, du coup, il y a eu un petit moment où j'ai eu la tête qui a commencé un petit peu à gonfler. J'ai oublié qu'on était juste en Suisse romande et puis juste dans le milieu du théâtre. Mais j'ai eu conscience de ça, ce qui m'a permis, et j'ai été actif là-dedans, c'est-à-dire que pour me remettre les pieds sur terre, pour pas péter un câble et puis me prendre pour quelqu'un, en parallèle, je me suis engagé à travailler chez Securitas, par exemple. Et donc, il y a des moments où, justement, quand j'étais entre deux contrats ou comme ça, eh bien, ou le week-end, j'allais prendre ma salopette de sécu, les clés, machin, puis je faisais mes rondes la nuit. Et ça me remettait dans une réalité du métier qu'on perd très, très vite. Et que je vois beaucoup de collègues, d'anciens collègues ou des collègues qui travaillent encore maintenant dans le milieu, ont perdu une réalité totale du monde, de la vie des gens, quoi. Des gens... de la vie normale, quoi. D'accord. Ok. Bah ouais, déjà un parcours assez riche, et puis en plus, comment t'en es arrivé aux soins? Est-ce que pour toi ça a toujours été une vocation? Apparemment pas, puisque c'était plutôt dans le théâtre, et puis il y a 360 qui s'est fait là. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas... Oui, la vocation, c'était vraiment de ce que j'ai dit, de mes valeurs, d'ouverture aux autres, d'apprentissage, de découverte de soi. Ça, c'est ce que je voulais trouver dans le théâtre. Et au fait, je l'ai trouvé dans mon activité que je fais maintenant. J'ai fait une rencontre en 2009. C'était à travers c'est une conférence. Ma mère qui était allée voir une conférence sur l'hypnose et qui me dit il faut absolument aller voir cette conférence, c'est génial, tu verras, c'est assez bluffant. À Mednat, le salon des médecines naturelles à Lausanne. Et puis, et cette année-là, j'ai pas pu y aller. Je suis passé à Mednat, mais j'ai été j'ai pas assisté à de conférences. Je crois que j'ai vu une conférence, mais pas la conférence dont elle me parlait sur l'hypnose. Et à l'époque, je lisais un livre sur le développement personnel et la conscience d'un auteur, une famille d'auteurs en fait, parce qu'il y avait les frères et puis le père qui avait écrit des livres. Je me souviens plus du nom de ces auteurs là maintenant, mais ils avaient écrit un livre très très intéressant sur le développement du conscient, de la conscience, en mettant en garde sur le travail de l'inconscient, donc de l'hypnose. Je crois qu'ils avaient nommé juste une ou deux fois dans le livre le mot hypnose et de s'en méfier.
parce qu'on pouvait, voilà, l'inconscient avait sa vie propre et on ne pouvait pas trop, puis c'était pas trop judicieux de travailler avec son inconscient. Ça pouvait être un ennemi. Et donc, ma mère, elle me dit ça. Du coup, elle dit, ouais, je vais peut-être m'inscrire à un cours d'auto-hypnose. Je dis, non, surtout pas, ne fais pas ça. Parce que ça peut être dangereux, quoi. Voilà. Il est dangereux, en fait. Ça ne se voit pas Voilà. comme ça. Et pour la petite anecdote, pour fermer cette parenthèse-là, plus tard, quand j'ai continué mes études d'hypnose, je retrouve dans la bibliographie à Paris, dans des études d'hypnose plus poussées, je retrouve dans la biographie le nom de ces auteurs. Et je suis là, mais comment ils peuvent être dans la bibliographie d'un cours sur l'hypnose? Et je fais des recherches et je découvre que des années après avoir écrit le bouquin que j'avais lu, eh bien, ils ont écrit d'autres bouquins parce qu'ils ont été formés à l'hypnose, ils ont pratiqué l'hypnose et ils sont revenus complètement sur ce qu'ils avaient dit. Donc, quand on prend des auteurs anciens, il vaut mieux après, se renseigner sur ce qu'ils ont écrit après, quoi. Donc, voilà la leçon que j'en ai tirée. Et puis donc du coup, je crois que c'est à ce moment-là où j'ai assisté à la conférence sur la communication hypnotique donnée par Danny Dan de Bex. Et j'en ai appris plus en 30 minutes que tout ce que j'avais appris jusqu'ici dans la communication. Alors que je suis dans un métier de communication. Et là, ça a été une claque monumentale. À l'époque, j'avais créé ma compagnie avec un associé. Je recherchais des fonds parce qu'on n'était pas subventionné. On faisait du théâtre de boulevard, du théâtre pour se marrer, justement pour se remettre dans ces valeurs qui étaient l'ouverture, le contact, l'échange avec le public. Et les gens ressortaient de ce spectacle en disant « mais il faut que ça soit subventionné par les caisses maladie, tellement ça nous fait du bien ». Donc, et c'est vrai, c'est génial, mais ce théâtre-là, il n'est pas subventionné. On ne reçoit pas d'argent de l'État ou des communes parce que c'est un théâtre qui est un peu pas intellectuel et puis donc du coup qui est méprisé. Et donc on allait chercher des fonds privés et puis on avait été dans une banque qui nous avait reçus et qui nous avait donné rendez-vous pour nous donner une nouvelle sur les demandes de subvention qu'on avait faites. Et on demandait à peu près entre 70 000 et 100 000 francs. Un spectacle, c'est entre 500 000 et 1 million qu'on tournait là. On avait besoin en tout cas de 500 000 francs. On leur demandait entre 70 000 et 100 000. Et on est reçu dans les bureaux par la banquière qui a un grand sourire et puis dit « ouais, j'ai une nouvelle positive pour vous et tout, c'est top, on a ouvert un compte pour vous et on a mis l'argent dessus ». Puis là, on est « wow, c'est génial ». On est prêt à sabrer le champagne et quand on découvre combien elle a mis 3 000 francs. Alors, ces 3 000 francs, c'est génial, mais il y a un petit décalage par rapport à ce qu'on avait demandé. Donc, c'est même pas 10 fois moins, d'accord, c'est 2 fois 10 fois moins. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, là, mon associé, lui, il a fait bonne figure, il n'a rien osé dire. Et puis moi, je regardais, j'étais sidéré. Moi, je bouche bée, je ne pouvais rien dire non plus. Mais lui, il a donné le change. Ah, c'est génial, tout ça. Il faisait semblant qu'il était hyper content, hyper touché, alors qu'il savait que c'était 70 000 le minimum pour qu'on puisse faire le spectacle et tout ça. Et puis, en sortant, mais il ne me dit rien non plus. Il est là, ouais, tu vois. Mais je lui dis, mais tu ne crois pas qu'il y a une petite erreur à quelque part? Puis il fait, ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis j'ai dit, mais on fait quoi alors du coup? Il ne savait pas. Et il était parti dans un déni total. Et là, j'ai compris qu'on avait merdé, mais complètement sur notre communication. Pour qu'une personne, elle comprenne qu'on lui demande 3 000 francs alors qu'on lui demande 100 000 balles, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une erreur à quelque part. Et je ne pense pas que c'est de sa faute. C'est la faute de l'émetteur toujours. Et c'est à ce moment-là qu'avec cette conférence, je me suis dit, mais il y a des choses à apprendre qu'on ne m'a jamais appris. Mais j'ai mis un peu de côté parce que faire de l'auto-hypnose pour aller à ce stage, parce qu'il fallait faire 4 week-ends d'auto-hypnose pour arriver à ce stage de communication. Et moi, j'ai de l'auto-hypnose, l'hypnose, c'était du charlatanisme, pour moi, l'hypnose, voilà, c'était rien. Je ne voulais pas faire de l'auto-hypnose pour aller travailler la communication. Alors, j'ai mis ça un peu de côté en espérant trouver un livre là-dessus. Et puis, au fait, j'ai jamais trouvé de livre parce qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement rien sur l'hypnose ou la communication. Et puis... maintenant, il y en a un. Ah bah maintenant, il y en a un, ouais. Parce que tu l'as écrit. Bah voilà, il fallait le faire. Du coup, je suis pas arrivé le seul à me rendre compte qu'il manquait quelque chose et à le faire. Maintenant, il y a beaucoup de livres qui parlent de ce sujet-là. Ça, c'est un bon livre de vulgarisation qui parle du cerveau, de la communication, de comment on communique avec soi et avec les autres, parce que surtout, on communique avec soi et on ne s'en rend pas compte. Déjà, dans un premier
Tant. Tant, merci. Effectivement, je l'ai lu et c'est vrai que il y a tellement de choses qu'on devrait avoir appris à l'école Ouais, et que malheureusement on ne les a pas apprises, mais c'est indispensable. exactement. C'est tout ce qu'on aurait dû avoir appris à l'école à partir de l'âge de 7 ans, jusqu'à ce bouquin, on aurait pu étendre ça jusqu'à 9-10 ans. Et puis Mhm, après, continuer encore, parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a mhm. tellement de choses sur les émotions, sur comment on engramme l'information à l'intérieur de soi, donc pour les apprentissages, pour la gestion des émotions des autres, pour ses motivations. Quand on dit qu'on procrastine, mais ça, si on l'avait appris à l'école, ce que c'était réellement la procrastination, on n'aurait plus personne n'aurait de problème là-dessus. Mhm. Et je ne suis pas sûr que la société veuille des gens qui soient développés, quoi, dans ces plans humains, en Voilà, fait. ça c'est chacun de savoir si vous avez envie de vous développer ou pas. Voilà, c'est la curiosité. Au-delà des possibles, donc qui est disponible. Et il y a les. Bon, on reviendra après, parce que ça vient un peu tôt, du coup, le livre. Je pensais d'abord poser les questions, mais du coup, comment tu étais arrivé à l'hypnose? Donc, il y avait ce fameux week-end. Et alors, il y a cette rencontre avec l'hypnose, avec la communication, ce désir qui commence à grandir, qui prend une année. Je retourne en 2010 à avoir cette conférence, et puis tout à coup, cette sensation de l'urgence, et c'est vraiment maintenant qu'il faut que je m'attelle à me connaître et à développer peut-être des outils, en tout cas de communication, puis peut-être après des outils sur moi. De nouveau, il faut faire 4 week-ends d'auto-hypnose qui coûtent très très cher pour moi à l'époque. C'était vraiment comme un salaire complet que je devais mettre là-dedans. C'était un investissement énorme. Et la première année, j'ai un peu refusé en décrétant que c'était impossible. Et puis la deuxième année, je me suis dit, oui, je vais le faire, je ne sais pas comment. Puis après, je me suis arrangé en empruntant par-ci, par-là, quelques petites sommes. C'est pas extraordinaire. Mais je me suis donné les moyens de le faire. J'y suis allé. J'ai commencé l'auto-hypnose en 2010 et c'est là où ça a révolutionné ma vie. Parce que là, on n'était pas juste sur l'hypnose, on est sur la connaissance de soi, sur son cerveau, comment on dort mieux, comment on va gérer des émotions, comment on va parler aux autres, comment on va se parler, comment on peut piloter son cerveau réellement. Ah, c'est ça surtout. Parce que souvent, il y a le mental qui mouline. Ouais. Et c'est comment le faire taire et puis comment le prendre comme ami et pas ennemi. Exact. Ça doit vraiment être notre meilleur ami finalement. C'est ça. Et j'ai compris que justement, on pouvait en faire le plus grand allié, mais même une ressource quasi magique. Pour moi, c'était devenu magique. Et à cette époque, j'avais 3 gros problèmes dans ma vie, avec un petit 4e que j'ai pu régler aussi. Le premier, c'était l'insomnie et des crises d'angoisse. Insomnie très forte, les crises d'angoisse qui étaient aussi responsables en partie des crises d'angoisse. Mais l'insomnie, les crises d'angoisse qui étaient liées à l'insomnie. Ouais. L'insomnie, c'était vraiment, je ne dormais pas mais pas du tout pendant 5-6 jours, mais du tout. Donc ça tournait, et puis après j'étais vaseux, j'essayais de me coucher, de rester dans le lit, m'obliger pendant 10-12 heures, c'était pire, mais c'était horrible, ça joue sur l'humeur, ça joue sur tout. Ça, sur le physique. J'ai aussi après, vécu ça. Tu tombes malade parce que tu chopes la grippe, parce que ton système immunitaire s'affaiblit. Tu connais ça toi aussi? Oui, je connais, puisque j'ai eu un accident de sport, et puis suite à ça, avec des douleurs incroyables, impossible de dormir pendant des années-lumière. Et oui, c'est vrai, quand le sommeil ne va plus, il n'y a plus grand-chose qui va. Ouais. Et donc, il y avait les crises d'angoisse qui déclenchaient, je pense, l'insomnie. Et puis, j'avais un problème, alors là, qui n'est peut-être pas lié du tout, c'était le rhume des foins. Le rhume des foins, un carabinet que j'avais depuis une vingtaine d'années et qui me pourrissait la vie au printemps, le meilleur mois, celui que j'adore le plus. Et puis, c'était fin avril jusqu'à début juillet, donc mai-juin complet, rester enfermé, prendre des médicaments, et puis même en sortant dans les milieux urbains comme ça, j'avais de nombreuses réactions sur les yeux, sur le nez, ça gonflait, l'asthme aussi, donc j'avais vraiment très très limité dans ces 2 mois-là, pas le reste de l'année, mais juste ces 2 mois-là, c'était la période des graminées, plus des pollens ponctuels comme ça, sur le boulot, sur des trucs comme ça. Et là,
en l'espace de 2 week-ends d'auto-hypnose, j'ai changé ma vie. J'ai déjà fait une première séance, c'est-à-dire qu'on nous a appris à faire les suggestions, telles que j'apprends maintenant à le faire dans le cours d'auto-hypnose. On apprend à faire les suggestions, les constructions de suggestions dans un état d'hypnose. Donc l'état d'hypnose, on m'avait appris assez facilement. Et après, par déduction, je me suis dit, avec ces suggestions, je pourrais travailler sur le rhume des foins aussi. Ce n'est pas une séance spécifique sur quelque chose de... On peut faire sur tout avec les suggestions. Et donc, j'ai pris 2 heures de mon temps, j'ai écrit toutes mes suggestions pour le rhume des foins. Je l'ai relu plusieurs fois, et puis après, je me suis mis en transe, et puis je l'ai fait dans ma tête. J'ai repassé un peu le texte, comme ça, de ce que je me souvenais. Je ne l'ai pas appris par cœur, je venais spontanément. Et j'y croyais pas. Hein. Quand je l'ai fait, je n'y croyais pas. Je me disais, ouais, on verra bien. Mais par contre, je l'ai fait à 100%. J'ai mis beaucoup d'énergie et j'ai vécu des émotions dedans. Je me suis plongé vraiment sérieusement à fond. Je ne l'ai pas fait à moitié, ouais, bon, on verra, puis voilà, comme ça. Non, je l'ai fait à fond, mais sans y croire, sans attente. Et puis j'ai arrêté les médicaments pour voir si ça fonctionnait. Puis je suis sorti, donc je n'ai pas pris de médicaments le matin, j'ai fait ça le matin, je ne prends pas de médicaments, et puis je sors. Puis là, dans le milieu urbain, tout va bien, il n'y a plus rien. Bon, wow. Ok. Donc là, je me dis, bon, tu sais, on se donne des raisons des fois. Ouais, coup de bol. Au coup de bol. Et là, c'est souvent ce qui est dit, c'est que les allergies peuvent disparaître comme elles sont apparues. C'est-à-dire qu'elles peuvent disparaître spontanément. Bon, je me suis dit, peut-être que c'est ça, c'est le hasard, la coïncidence, ça s'est arrêté spontanément. Et puis, je vais alors dans un champ de foin. Et puis là, je me souviens encore, le champ, pas très loin de chez moi, il y a un monstre champ, je vais dedans, ils avaient coupé le foin et tout ça, le truc, mais impossible à l'époque, hein, même d'imaginer ça, c'était la réaction allergique. À l'époque, la veille déjà. Ouais, la veille, oui, c'est ça. Ouais. La veille, exactement, même pas la peine. Et là, je vais dedans, et puis ça va. Au bout de 20 minutes à peu près, j'ai les réactions, les symptômes de l'allergie qui reviennent. Le palais qui gratte, la gorge qui commence à brûler, puis les yeux, ça commence. Et là, j'ai dit, merde, ça recommence. Et là, je déclenche un ancrage. C'est un mot que j'ai dit dans ma tête pendant la séance d'hypnose pour ancrer la séance d'hypnose dans mon corps. Et quand je dis le mot, là, c'est une vue de l'esprit. Hein. C'est pas réel, je pense. Mais dans ma tête, j'entends comme un clic. Et à chaque fois que je le fais encore aujourd'hui, j'entends presque le clic. Incroyable. Et je dis presque parce que c'est comme si tu l'inventes. C'est comme si tu l'entends, mais tu l'inventes. Tu sais que tu l'inventes, il n'existe pas, mais c'est un clic. Un bouton, en voilà. fait. Un clic qui fait que... Et là, tous les symptômes s'arrêtent, mais instantanément. C'est-à-dire, ça pas une seconde plus tard, c'est top. C'est fini. Tu entends le clic, il n'y a plus rien. Alors que ça commençait à augmenter. Hein. Ça apparaissait, j'étais là. Là, c'était le maximum. Et ça fait clic et plus rien. Bon. Ouais, ça paraît vraiment trop beau pour être vrai. Hein. Et là... pourtant... Je me suis dit, mais j'ai une télécommande sur mon cerveau, je l'ai dans les mains depuis toute ma vie et on ne m'a jamais dit. Et on ne m'a jamais appris à peser sur les boutons. Et il n'y a pas plus... là, pour moi, à l'époque, c'est quelque chose de physique. C'est pas comme l'insomnie où c'est psychologique. C'est quelque chose où il y a des symptômes physiques. Clairement, ouais. Donc là, c'est incroyable de passer du tout au tout, quoi. C'est ça. Et là, vraiment, c'est une révélation à ce moment-là. Et j'attends et je me promène dans le champ et puis 10 minutes après, les symptômes réapparaissent. Et là, je redéclenche mon ancrage et clic, tout s'arrête de nouveau. Donc ça ne se fait pas qu'une fois. Et ça, je le répète, tant que je suis dans le champ, c'est à peu près une dizaine de minutes, 10-15 minutes, où à chaque fois, je dois déclencher. Quand je déclenche à chaque fois que tu as un petit symptôme qui arrive. Voilà. Dès que je sens qu'il y a un symptôme qui arrive, je déclenche, je dis mon mot dans ma tête, c'est ça, ça fait clic et il y a tout qui s'arrête. Parce que là, je suis dans un environnement extrême que je n'ai pas pu aller, même avec les médicaments, depuis 20 ans. D'accord ? Et après, plus tard, j'ai appris des techniques supplémentaires et donc j'ai fait une désensibilisation hypnotique réelle, la technique qu'on utilise en PNL, et puis après, ça va complètement stopper. Donc, il n'y a plus besoin de toutes les 10 minutes. Voilà, là, j'avais plus besoin. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Mais ce qui était intéressant là-dedans, et j'étais content d'être passé par cette étape-là, c'est que j'ai compris, si ça avait été guéri tout de suite d'un coup, j'aurais toujours eu la suspicion
que c'était le hasard, que ça s'est peut-être déclenché. Puis on m'aurait toujours dit aussi, les autres, les gens m'auraient dit, ouais, mais des fois ça s'arrête spontanément. Est-ce que tu es sûr que c'est l'hypnose? Et là, c'était la certitude que c'était l'hypnose. Ben, j'en avais la preuve. Après, j'ai appris en une après-midi, comme j'apprends dans mes cours. Hein, là, je reprends en tout cas ces cours, je les adapte, j'ai fait des recherches, je les ai améliorés parfois certains. Et en 4h30, on apprend à gérer son sommeil. Et j'ai appris ça dans le cursus de ma formation d'auto-hypnose. J'ai appris à gérer le sommeil. Et là aussi, en espace d'une semaine, j'ai appris mes cycles de sommeil. J'ai arrêté, j'ai supprimé l'insomnie. Et j'ai aussi travaillé sur les crises d'angoisse par la même méthode avec les suggestions que j'avais fait pour le rhume des foins. Et en 2 mois, j'ai changé littéralement ma vie. Incroyable. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose? Donc, on a vu les allergies. Alors, les allergies, ben voilà, il y a l'insomnie, l'anxiété. Alors, le stress, l'anxiété, j'en ai fait vraiment une spécialité parce que j'ai eu énormément de monde pour ça. Aujourd'hui, depuis le Covid, il y a énormément de gens qui souffrent d'anxiété, de crise d'angoisse, qui vont après bifurquer dans deux cases qui sont liées. Il y a la phobie et puis il y a les TOC, hein, troubles obsessionnels compulsifs. Et avec tout ça, j'ai trouvé comment les gens génèrent ça, l'équation, si tu veux, du stress, de l'angoisse. Et si on enraye un élément dans l'équation, le résultat tombe, c'est plus pareil. Okay. Donc en comprenant comment on génère le stress, eh bien, on peut s'en débarrasser. Donc il y a les crises d'angoisse, le stress, il y a l'insomnie, il y a le tabac, toutes les addictions en réalité. Il y a le poids, la gestion du poids. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les problèmes psychosomatiques, hein, c'est lié à ça. Donc les douleurs, quand vous allez chez le médecin et puis que le médecin dit ouais, on ne sait pas parce que ce n'est pas lésionnel mais c'est fonctionnel. C'est 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste. Puis d'avoir déjà très souvent les douleurs, elles viennent de l'émotionnel forcément. Exactement, donc on va voir l'émotion. C'est aussi un bouton qui s'est activé, quoi. C'est ça. Et ce qui est bien avec l'hypnose, avec beaucoup d'autres techniques modernes maintenant, hein, en dehors de la médecine, c'est qu'on va toujours aller chercher la cause et pas seulement l'effet. La médecine, maintenant, elle se remet un peu en question, hein, mais pendant de nombreuses années, on s'occupait que de l'effet, que des symptômes. Ah, on a mal à la tête, aspirine, c'est tout, on coupe le mal de tête, alors que c'est un message de l'inconscient. Déjà qu'on n'a pas écouté sur l'émotionnel et qui va passer aux douleurs. Puis si on n'écoute pas, et aux accidents, aux actes manqués, si on n'écoute pas, la maladie. Donc on a tout ce qui est lié à ça. Donc quand on a des accidents aux actes manqués, on peut aller voir la cause. On ne va pas traiter la jambe cassée, mais par contre on peut regarder pourquoi on s'est cassé la jambe. Et on peut accélérer la réparation, les os qui se soudent. On peut accélérer la cicatrisation, ça m'est arrivé de le faire. On peut, avec l'hypnose, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Il y a toutes les phobies, hein, évidemment, et c'est extrêmement rapide. C'est même la chose la plus bluffante et la plus rapide en hypnose. C'est vraiment une séance. Si un hypnotiseur vous dit qu'il vous traite en 3 ou 4 séances, fuyez, n'allez pas chez lui. Un hypnotiseur qui se connaît son métier, il traite une phobie en une séance. Après, il y a des fois, dans la phobie de l'avion, les gens qui ont peur d'avoir peur parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion tout de suite. Donc, parfois, on va faire une petite deuxième séance si vraiment la personne en a besoin. C'est elle qui le dira. C'est pas le thérapeute qui va dire « Ah, on a besoin d'une deuxième séance ». Non, c'est la personne qui va dire « Ouais, mais je serais plus à l'aise avec une deuxième séance parce que juste avant de prendre l'avion ». Parce qu'il y a la peur d'avoir peur, en fait, qui s'installe des fois. Oui, parce que c'est ça, le problème, c'est que quand on fait une séance d'hypnose, il faut pouvoir le pratiquer tout de suite. Parce qu'autrement, on reste sur... après, c'est le mental, en fait, qui reprend le mécanisme et puis qui crée les peurs et les doutes, etc. Donc, on peut se recréer une phobie. Et puis, c'est pour ça on n'est pas phobique à la naissance. Et puis qu'on crée des phobies, au fait, on les installe. Donc, on peut recréer la même phobie qu'on avait avant mentalement. Donc, c'est pour ça que quand on fait la séance sur les phobies, on va assez vite être confronté à l'objet phobique pour pouvoir s'apercevoir que ça a changé. Et généralement, on peut le faire, par exemple, des gens qui ont peur des araignées, on va regarder sur un téléphone portable. Les gens qui ont vraiment peur des araignées, une phobie d'araignées, ne peuvent pas regarder une photo sur un téléphone portable. D'accord. T'as pas besoin d'en avoir au cabinet? Non, pas besoin. Mais même ça, puis après, de passer la main dessus, ils ne peuvent pas. Okay. Donc, si vous ne pouvez pas, ça c'est normal, c'est la phobie, mais à la fin de la séance,
moi, j'impose rien. Je dis, est-ce qu'on peut le faire maintenant? La personne, toutes, hein, elles me font, elles réfléchissent, puis elles font, ouais, là, elles sont, c'est OK. Je dis, bon, on y va? Puis là, elles font, ah, OK, ben, on va y aller. Elles prennent leur téléphone portable, elles tapent araignée dessus, puis après, elles passent comme ça, puis elles font, oh, c'est fou ça fait plus rien. Et voilà, c'est tout. Alors, c'est pas pour autant qu'on les adore, mais on n'a plus la réaction limitante. C'est-à-dire, voilà, tous les symptômes. Qu'est-ce qu'on peut traiter encore? Tout ce qui est choc, trauma, un gros trauma, ça aussi, je vois tellement de gens qui ont subi des traumas, qui sont corps installés et qui ont fait 5 ans chez un psy, qui ont fait 4 et 10 séances de MDR. Non, en une séance, en 2 séances. Moi, j'ai eu des personnes qui ont eu des traumatismes de guerre, qui venaient d'Afghanistan, qui ont eu leur famille décimée. J'ai eu des cas comme ça. Et en 2-3 séances, c'est réglé. Alors, l'état émotionnel, c'est réglé. Hein, évidemment, on ne change pas la vie des gens. Mais l'état émotionnel est plus pareil. Une personne qui souffre depuis 10 ans, qu'elle ne peut plus traverser le passage piéton, elle évite au maximum. Donc, sur 10 passages piétons qu'elle doit traverser, elle n'en traverse que 2 parce qu'elle a réussi à trouver une parade. Mais donc, ça fait 10 ans qu'à chaque fois qu'elle est confrontée à ça, qu'elle doit traverser la route, elle dépense de l'énergie pour trouver une autre solution que de passer sur un passage piéton parce que 10 ans plus tôt, elle s'est fait renverser par une voiture. Et elle a fait 5 ans de psy, ça a à peine atténué quelque chose. Et puis c'est tout. Puis elle vient pour un autre problème. Puis quand elle me dit ça, je lui dis, est-ce que vous voulez, on le fait dans les 10 minutes qui nous restent là? Puis elle me regarde avec le même regard que tu as fait. Genre, mais t'es con quoi, j'ai fait 5 ans que j'essaie de m'en débarrasser. Je dis, on le fait maintenant. Puis il me dit, en plus en 10 minutes, il est prétentieux le mec. Et on le fait, et puis c'est fini. Et puis oui, vraiment, c'est fini. Et c'est ça qui, moi, ça me touche particulièrement parce que je vois les gens qui se disent, ouais, mais il est en train de me faire des fausses promesses, il baratine, c'est un charlatan. Comme moi, j'ai eu tout ça, hein. J'ai eu ces réactions-là. Et au fait, non, c'est vrai. Et comment faire croire aux gens ou pas transmettre l'idée que c'est vrai? Faites-en l'expérience, vous verrez. Si vous avez un blocage ou trop beau pour être vrai, et puis du coup, déjà le mental il bloque, alors qu'en fait, c'est vrai. Même si on n'y croit pas, ça marche. Donc, oui, alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Non, moi, j'y croyais pas et ça a fonctionné. Mais il faut le faire à 100%. Tu vois, c'est un engagement. Tu t'engages ou tu t'engages pas. D'accord? Mais tu n'as pas besoin d'y croire pour t'engager. Tu peux y aller et puis tu verras bien. D'accord? Il y a une différence entre engagement et croyance. Et croire en les résultats ou ce qu'on te dit. Donc voilà, si ça prend 10 minutes pour changer un trauma, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas au moins essayer? C'est ça qui est important. Comment est né le Centre Aurora? Quand? Depuis quelle année? Le Centre Aurora, il y a eu plusieurs mouvements pour le Centre Aurora. Il y a déjà eu un premier mouvement, un désir de former une association avec les collègues qui s'étaient formés à l'hypnose avec moi. Et on était hyper motivés, on était une super équipe, en 10 et 20 personnes, 10 très régulières, et puis dans les moins réguliers, on était une vingtaine. Et on se réunissait autour d'une dame que j'accompagnais pendant 1 année et demie, je crois, 13-2 ans, qui avait la sclérose en plaques. Et elle, je l'accompagnais à 1 fois par semaine, j'allais chez elle, et puis on travaillait coaching, hypnose. Et puis, au final, je faisais pratiquement tout le temps une séance d'hypnose avec elle. Et puis, on dit que la sclérose en plaques, ça ne régresse pas. Ça, c'est le milieu de la médecine qui dit ça. On ne peut pas revenir en arrière. Avec elle, j'ai prouvé le contraire. Et c'est pas moi, c'est elle qui l'a fait. Et puis, ensemble, on a travaillé. Et ensemble, elle a commencé à remarcher des marches d'escalier. Elle commençait à pouvoir remarcher, alors qu'elle n'avait pas remarché depuis 2 ans. Elle était avec le joystick, quoi, hein. Le fauteuil roulant et le joystick. Ouais. Et elle ne pouvait plus marcher. Et quand on avait travaillé au bout d'1 année, elle faisait une marche d'escalier chez elle, quoi, les premières marches jusqu'au palier, quoi. Et voilà, son objectif, c'était de recommencer à conduire. Elle était en train de refaire son permis de conduire quand il y a eu tout un contexte qui la maintenait dans ce mal-être.
et elle n'a pas pu changer l'environnement, le contexte, ce qui fait que ça l'a fait rechuter. Et puis après, elle est partie avec Exit pour finir. Et je l'ai accompagnée jusqu'au dernier moment. La veille du départ avec Exit, eh ben, elle m'avait annoncé ça 3-4 jours avant. Et puis elle m'a dit, bah, c'était disponible, bah, viens, juste le soir d'avant. Et puis tu me fais une séance. Puis là, j'ai fait une séance d'hypnose associante pour aller dans l'au-delà. Et puis voilà, c'était magique. C'est des rencontres, c'est tellement fort. Mais là, j'ai eu aussi la preuve qu'on pouvait revenir sur des maladies ou sur ce que dit la médecine. On peut vraiment faire, entre guillemets, des miracles. C'est qu'on est beaucoup plus qu'on prétend, qu'on nous a fait croire qu'on était. Oh, oui. On est beaucoup plus. Ouais. Alors, le Centre Aura, eh bien, c'est né de cette idée de rassembler, d'être ensemble et d'aller dans un courant avec une même idéologie, faire connaître l'hypnose aux gens, de faire connaître ce potentiel aux gens, de leur donner de l'espoir aussi. Hein, c'est vraiment ça, c'est de l'espoir. Eh bien, le phare, c'est la lumière dans l'espoir. Et je cherchais un logo pour cette association. On a commencé à construire une première association. Puis après, très vite, chacun... Ouais, c'est ça. Chacun avait des aspirations un petit peu différentes sur l'expression de cette association et puis après sur l'engagement. Et puis moi, j'étais voilà, très, très engagé dans la formation. Je continuais à me former. Je me suis fait une première formation en hypnose. Puis après, pendant 7 ans, j'ai continué à me former à Paris dans des spécialisations d'hypnose, l'hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, PNL. J'ai fait tout ce qui est possible en formation. Parce qu'avec une sorte, on ne peut pas... Enfin... Bah, c'est que oui, tu peux faire tout avec une sorte. Mais moi, j'ai ce désir, ça m'appartient, c'est moi. J'ai envie de connaître la totalité. J'ai envie de manger. Quand je suis passionné par quelque chose, j'ai envie de tout savoir. Et je bouffais des bouquins. Le bouquin d'hypnose de 800 pages, déjà, je pense qu'il y a une personne sur 100 qui le lit jusqu'au bout, de 800 pages. Hein. Ils ont tous lu... les 100 personnes ont lu les 10 premières pages, mais il y a peut-être une personne sur 100 qui a lu les 800 pages. Alors non seulement je l'ai lu, mais en plus j'ai enregistré. Et après, j'ai fait 5 écoutes du livre. Donc voilà, quand je te dis je suis passionné, quoi. Et donc j'ai appris, c'est devenu à boire, à manger, à dormir, l'hypnose. C'est devenu intrinsèque à ma personne. Et donc, l'association ne s'est pas faite avec les autres, et je l'ai fait tout seul. Du coup. Ok, je l'ai fait tout seul avec ma femme à l'époque, qui n'était pas encore ma femme. Alors, on s'était rencontrés, et puis on a ce désir de créer une communauté, d'avancer là-dedans, et je l'ai fait avec elle en 2013. En 2013, on a fondé les bases du Centre Aura, le logo, et puis 2014, 2013, plutôt fin 2013, 2014, on s'est fait, on a eu une proposition. On a eu une proposition de l'École centrale d'hypnose de Paris pour s'occuper de toute leur formation sur la Suisse romande notamment. Excellent. Et là, j'ai eu l'option, soit j'avance dans mon association que je viens de créer, hein, c'était quelques mois près, et puis où je vais acquérir un peu plus d'expérience avec l'École centrale d'hypnose, tout en gardant Aurora. Aurora était devenue l'entité qui s'occupait des formations de l'École centrale d'hypnose pour la Suisse. D'accord. Et on a fait ça jusqu'en 2017. Donc, on a fait ça jusqu'en 2017 où là, j'ai appris plus. J'ai pu refaire les formations 2-3 fois. Je suis devenu superviseur et je suis devenu formateur. Et c'est là où on m'a appris à former avec les outils d'hypnose. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance-là, qui ont été formés à être enseignants en hypnose. Tu prends tous les enseignants qu'il y a en hypnose en Suisse romande, je crois bien, et ne pas me tromper quand je dis qu'il n'y en a aucun qui a été formé à être formateur. C'est vrai que c'est aussi un métier de pouvoir transmettre. Hein, exactement. Ça se fait pas n'importe comment. Et puis, il y a une pédagogie à développer, il y a quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'avais en moi aussi, c'est ce désir de transmettre. Je l'ai eu dans le théâtre, parce que très vite, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai construit mon école de théâtre que j'ai après arrêté. Mais j'ai cette soif de transmettre dans les générations suivantes, dans les personnes suivantes. J'aime expliquer les choses, voilà, ça se sent, je pense. J'aime parler. Et puis de guérir aussi, d'apporter du mieux-être à chacun, en fait. C'est ça.
Donc, Et effectivement, il y a aussi tes formations, donc elles sont en ligne, disponibles en ligne. Voilà. Et puis là, maintenant, de plus en plus, tu reprends des formations présentielles. Alors, on était précurseurs, là aussi, pour les formations en ligne. C'est un ami à l'époque qui vient vers moi et puis qui a un projet. C'est de développer une application sur les réseaux qui va mettre en lien des gens à travers des formations. Et il me dit, tu pourrais faire partie de ce projet en faisant une formation sur l'hypnose. Et là, la première chose, tu sais, quand on innove quelque chose, c'est toujours ridicule, dangereux et évident. Ah ben, c'était, non, c'est pas possible. On peut pas apprendre l'hypnose avec un écran à distance, c'est impossible. Laisse tomber. Et j'ai tout de suite dit non, c'est ridicule. Et puis, moi, ça travaille et ça va vite. Et puis déjà le lendemain, je l'appelle, je lui dis peut-être que ne prends pas ma réponse comme, comme argent comptant. Hein. Je vais y réfléchir. Et j'ai réfléchi et puis au fait, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'avantages aussi qu'on pouvait avoir. Il y a un gros désavantage, c'est la discipline. Il faut avoir de la discipline parce qu'il n'y a personne qui te pousse au cul, tu n'as pas des horaires, mais tu dois y aller et tout ça. Donc là, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de combler et qu'on comble avec justement du présentiel pour des questions, d'interactions à distance avec les outils Zoom, etc. Donc en vidéoconférence, où là on peut avoir des rendez-vous ponctuels qui fait que tu as rendu tes devoirs, t'en es où, et puis on a un petit check. Des devoirs. C'est une école, hein. Donc quand tu es une école, voilà, on veut un apprentissage et nous, en tant qu'enseignants, on doit s'assurer que les gens progressent et apprennent. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc, il y a eu ça et puis du coup, tous les avantages. Les avantages, c'est que on peut voir plusieurs fois, alors que quand tu es en présentiel, tu n'as qu'une seule fois l'information. Quand on sait que le cerveau il retient à peu près 15% seulement de l'information qui est donnée une première fois, tu vois ce qui reste. Donc là, en ligne, tu peux revoir l'information pour avoir le 100%. Tu le fais 4 fois, c'est bon, tu l'as. Donc, il y a ça. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas besoin de dormir sur place, d'avoir un logement. Les frais midi, des repas. Parce que moi, quand j'étais me former à Paris, ça a triplé le coût de ma formation. Quelqu'un qui fait sa formation à Paris ou quelqu'un qui fait à Lausanne à Paris, eh bien, ça triple. Le voyage, le logement et puis la nourriture. Et puis, prendre congé sur le temps. Là, tu peux le faire à distance. Après le travail, tu vois, tu n'as pas besoin de prendre congé ou prendre sur tes vacances. Moi, j'ai dû prendre congé sur mes vacances et c'était non payé parce que je suis indépendant. Donc, voilà, donc, c'est à chaque fois de l'argent et du temps, beaucoup d'investissement. Donc là, c'est à moindre frais. Et puis, en plus, est-ce que le contenu est moindre alors, du coup? Non, parce que quand tu es en présentiel, quand j'étais en présentiel dans les formations, eh bien, tu as une démonstration sur 5 techniques à peu près. Parce qu'on n'a pas le temps de tout montrer. Donc, tu te débrouilles un petit peu et puis après, on te corrige. Et puis, tu es dans des salles à 50, 80 personnes et tu as 2 superviseurs pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu fais la technique fausse, puis que tu crois l'avoir fait juste, il n'y a personne qui vient te corriger. C'est ça. Tandis que là, eh bien, tu vois toutes les techniques parce que je peux toutes les filmer. Donc, c'est pour ça que le cours, il fait beaucoup plus d'heures que si c'était en présentiel. Et puis, je peux aussi te corriger. C'est-à-dire que je vais demander à toute personne qui fait la formation complète, on n'est pas dans les petites formations, il n'y aura pas besoin de ça, mais dans les formations complètes, pour devenir hypnothérapeute, je demande qu'on se filme avec un sujet et puis on fasse la technique. Et puis là, à ce moment-là, moi, je fais une correction directe qui est accessible après à tout le monde. Parce que c'est bien d'apprendre ses erreurs, c'est le minimum, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres parce qu'on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc voilà tous les avantages. Et donc j'ai développé cette formation complète pour devenir hypnothérapeute. Puis après, je me suis dit, il faut aussi, il y a des gens qui n'ont pas besoin, pas envie de changer de métier ou de faire tout le cursus. Alors c'est de leur donner des outils. Alors il y a les 2 cours phares, coaching mental, qui est le livre. Le livre, c'était un cours d'abord, et puis après, ça a donné naissance au livre. Puis après, il y a l'auto-hypnose aussi, le 2e cours phare. Donc, on les a mis très vite en ligne. Le cours en présentiel, il est de 2 jours, donc on a entre 14 et 15 heures de présentiel réel, si on enlève toutes les pauses. Et puis, en ligne, le cours d'auto-hypnose, il fait 18 heures, et puis le cours de coaching mental, il fait 24 heures au lieu de 14. Donc, on voit qu'on n'y perd rien. Au contraire, j'ai plus de possibilités de donner d'informations. En fait,
Voilà, et pour répondre à ta question sur le logo, Oui. le logo, il est né justement de cette idée du phare, effectivement. Et il y a beaucoup de thérapeutes ou des personnes qui se destinent à la thérapie qui sont des fois un peu surprises quand elles se retrouvent dans leur cabinet. Et ça, j'ai eu quelques réactions comme ça, des gens qui étaient un peu déprimés, qui me disaient après 6 mois de pratique, mais pas seulement d'hypnose, hein, de Ouais, en kinésiologie, général, de en fait. massage et tout ça, Mhm, de se dire, bah, moi je pensais aller œuvrer pour le bien-être, mhm. et je me retrouve avec des gens qui vont mal toute la journée. Ouais, Et c'est c'est vrai vrai. qu'il faut pouvoir y arriver après à supporter Ben oui. toutes les plaintes, complaintes des autres. C'est pas, Alors ça tombe sur le moral aussi. quand on fait des massages, ça va, parce que la personne, elle va pas nous raconter tout son état On serait psychologique. étonné. Mais aussi, ouais, ça peut être. Et quand on va travailler sur la psychologie, Mhm, sur tout ce qui est psychosomatique, quand on va découvrir l'historique et l'histoire des gens, eh bien, ce que j'ai découvert, c'est que la réalité dépasse de loin et de très loin la fiction. Et c'est vraiment très, 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 très lourd et très, très dur, des fois. Il faut être préparé à ça. mhm. Et le phare, eh bien, il est utile où? Ben, il est utile là où il y a des falaises, où il y a des dangers. Et il est utile quand il y a la tempête. Quand il fait plein jour, le phare, il est éteint, hein, on s'en fout, il n'y a pas besoin. Mhm. Mais il est là dans la tempête et il est bien ancré et il est sur le sol, il est là et c'est un point de repère pour les gens qui sont dans la tempête. Mhm. Mais lui, il affronte la tempête, il est dans le noir et dans la nuit, il est dans la tempête et puis il éclaire. Donc, tu as aussi des tempêtes des fois que tu affrontes. Ah bah j'éclaire pour les autres, mais Et on est effectivement, tous à la même. Hein. évidemment, on traverse tous des tempêtes aussi, hein. Mais c'est de savoir comment les traverser. Et c'est ça. Et alors, les outils ne nous évitent pas les tempêtes, mais par contre, nous donnent la bonne direction et nous permettent de s'en sortir beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux, quoi, en fait, au final, de sauvegarder le bateau, quoi, en fait. Alors, c'est ça. Et puis, en plus, il y a une référence à l'alchimie. Alors, il est très complet, il y a plein de choses dans ce logo, effectivement. Il y a le phare, il y a des marches, il y a aussi l'intérieur du phare où il y a la lumière qui est révélée. Et il y a aussi ce rond rouge qui est l'œuvre finale, c'est-à-dire l'œuvre alchimique. Et l'œuvre alchimique, c'est, on l'appelle, c'est pas la transformation, c'est pas la métamorphose. La métamorphose est d'un changement d'état, de métamorphose, hein, on change de forme. Transformation, on change de forme, on entre deux formes. Et transmutation, c'est on révèle quelque chose, se révèle et émerge de soi. Et c'est vraiment cette idée d'apothéose. L'apothéose, le terme exact du mot, c'est de rendre l'humain divin. Et Donc, il y a le côté de la création, en fait, du chakra de base aussi qui est rouge. oui, alors ça, c'est l'œuvre alchimique, la dernière étape. On a d'abord l'œuvre noire, hein, qu'on voit ici. Après, on a le lion vert, et puis on a l'œuvre au blanc. Et puis au cœur, on a l'œuvre au rouge. Et l'œuvre au rouge, c'est ce qui révèle après et qui transforme le plomb en or. Et c'est pas une transformation, c'est une transmutation, justement. C'est que l'or est déjà contenu dans le plomb ou le mercure ou ce qu'on va transformer. Et avec la dose exacte et la bonne dose et cet agent justement révélateur, c'est un révélateur, on va transmuter, c'est-à-dire réveiller l'or qu'il y a dans le plomb déjà. C'est comme si on le faisait évoluer. Le plomb, c'est une partie du métal qui est involuée. Et plus on va évoluer ce métal, plus il va aller vers l'or. Donc voilà, c'est toute une réflexion là-dessus. Là, dans l'alchimie intérieure, c'est la transmutation. Et transmuter, c'est révéler quelque chose qu'on a déjà en soi et le faire muter pour qu'il soit dans la partie la plus élevée du soi. Donc voilà, j'en profite pour voir. Je savais pas qu'il y avait tous ces éléments Ah ouais, puis dans ce logo. Il y en a encore, hein, mais bon voilà. On va partir. Alors en fait, donc il y a ce livre, il y a un deuxième livre en cours d'écriture. Oui, c'est comme je disais, ça c'est une première base. Après, voilà, le deuxième livre,
Alors celui-là, il est très une vulgarisation, j'invente quasi rien dedans, il y a des petits apports personnels, c'est ma vision surtout. Mais dans les techniques comme ça, c'est beaucoup de PNL, c'est beaucoup de communication, du coaching, de l'inspiration de gens inspirants. Et puis voilà, on vulgarise un petit peu ça, on pose les bases. Et le deuxième livre, il est vraiment beaucoup plus personnel avec des expériences, des trouvailles, de la recherche sur comment se crée notre réalité, comment cette réalité, eh bien, on peut agir dessus. On va travailler notamment beaucoup les émotions. On va voir justement, là, on a une base sur les émotions, mais après, on va voir comment les émotions agissent dans notre environnement et sur nos capacités, sur nos états différents, sur tous les niveaux logiques, en fait. Et puis, comment on peut avoir un point d'accès, un lien, un appui sur ces émotions. Et on va voir que c'est l'énergie. L'énergie, c'est le chaînon manquant entre ce qu'on veut et puis les émotions. Et puis, on va voir comment, avec cette énergie, les sept domaines de l'énergie et comment les développer à travers 7 domaines. Ces domaines sont capables de nous donner de l'énergie ou nous enlever. Et je peux les citer. Il y a Après, les gens ne vont plus acheter le livre. Ah, bon, si, allez, on est généreux. Si, c'est toujours comme les 7 nains, il nous en manquera toujours un. Je ne sais pas si je vais les trouver tous là maintenant, mais on va essayer. Le premier, il n'y a pas de premier et de dernier, ils sont tous intercalés et tous imbriqués. Le premier que je vais nommer, c'est la respiration. La respiration, c'est le premier lien avec notre inconscient et c'est une première nourriture. Donc on peut, avec une mauvaise respiration, perdre de l'énergie ou avec une bonne respiration, gagner de l'énergie. D'accord ? Ensuite, il y a le sport. Fatiguer le physique pour gagner en énergie. Si tu fais rien, tu perds de l'énergie. Là aussi, il y a différents niveaux. Comment, avec le mouvement, on peut gagner de l'énergie. Il y a le sommeil. Le sommeil, on en a parlé, c'est hyper important. Ça va décaler, détruire ou dérégler nos émotions. Donc là aussi, avec un bon sommeil, c'est pas la quantité de sommeil qui est importante, c'est la qualité de sommeil. Donc ça aussi. Ouais. Ensuite, on a la nourriture, évidemment. La nourriture, voilà, physique. On peut perdre de l'énergie en se nourrissant, on peut en gagner. Et ça, c'est de savoir quelle est la bonne nourriture pour nous. Ensuite, on a le mental. Le mental, c'est 70% de notre énergie. Et ça, c'est beaucoup du mental est développé dans le niveau 1. Oui, je cherchais justement un peu parce qu'il faut savoir qu'il y a plein d'illustrations. Oui. Et que c'est toi-même qui as fait les dessins. Exactement. Donc, il y a le mental. Ensuite, on a la sexualité. Là aussi, avec la sexualité, on peut perdre de l'énergie, on peut en gagner. Et il y a la sexualité sacrée qui est extrêmement puissante, mais qui est détruite aujourd'hui dans notre société par différents biais, avec la confusion des genres, avec le porno, et puis on va avoir des gens qui sont dans le rejet de la sexualité alors que c'est quelque chose qui peut être un éveil spirituel. Une communion, notamment avec soi déjà, parce qu'on a 2 sexualités. La première, c'est avec soi-même, et puis avec l'autre. Et puis quand c'est avec l'autre, à plusieurs, à plusieurs cerveaux, on est toujours plus intelligent qu'à un seul. Et bien dans le corps, quand on réunit 2 opposés dans les énergies, c'est comme ça qu'on peut expanser l'énergie. C'est que 1 plus 1 n'est égal pas à 2 là-dedans, c'est égal à en tout cas 3 déjà. Je pensais que c'était 11 comme... mais à 11, moi je dirais même à 1000, parce que c'est décuplé. C'est pas seulement juste additionné, c'est décuplé quand on met de la force de 2 êtres dans l'énergie qui se communient, qui sont en communion, c'est surpuissant. Et puis le dernier, le 7e, c'est ce que j'appelle moi, c'est ce que j'ai nommé la spiritualité. Mais ce que j'entends dans la spiritualité, c'est pas la recherche bigote d'un dieu ou d'un dogme ou d'une pratique. C'est la spiritualité, c'est la connexion avec le divin en nous. Et la connexion avec le divin en nous, c'est d'être dans l'homme réalisé, dans l'apothéose, l'homme divin. Et l'homme divin, il n'est pas fait pour être seul. L'homme divin, comme on est une espèce grégaire, on est une espèce qui sommes en lien les uns avec les autres. Et quand on connaît l'émotion
de base pour laquelle l'être humain est fait, c'est-à-dire la joie, et que l'émotion, c'est un messager. Le message de la joie nous pousse à faire quoi? Un messager qui dit fais quelque chose. Lui, la joie, il nous dit quoi? Il dit partage, échange, mets-toi en relation avec les autres pour gagner encore plus de joie, parce qu'à plusieurs, on va encore décupler l'énergie. Et donc, on est fait pour se servir les uns les autres. Et quand on est dans la spiritualité, on est dans un élan pour servir le monde au-delà de sa propre personne. Et ça donne une énergie de malade, une énergie mais incommensurable. Ou alors, on n'est pas là-dedans, on est dans sa préservation, dans la sécurité, on est coincé. Dans des blocages, voilà. Et on perd de l'énergie, on n'est pas dans le spirituel. Ouais. Donc c'est ça ce que j'appelle le spirituel. Et c'est ce que j'explique dans le tome 2. Ok. Voilà. Bah, on se réjouit de le voir sortir. Et puis, du coup, il y a aussi les formations en ligne, on a parlé. Il y a plein d'ateliers aussi. Il n'y a pas forcément que des longues formations, hein, comme tu as dit. Alors, des petits ateliers. Il y a plein de choses. Il y a ce que j'ai nommé les formations courtes et les ateliers. Les ateliers, c'est pour faire une distinction entre les deux. On est sur 4 heures à peu près minimum. Il y a un atelier sur l'hypnose qui est gratuit. Il suffit juste d'aller là-dessus, puis vous avez 4 heures de conférence sur l'hypnose pour mieux comprendre ce que c'est que l'hypnose. Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent connaître l'hypnose, puis quand je les questionne d'abord, savoir un peu ce qu'ils pensent de l'hypnose, ce qu'ils croient, hein, quelles sont les croyances, les connaissances qu'ils ont sur l'hypnose. Tout est faux, quoi, en réalité. Puis ils pensent savoir, et puis c'est des certitudes. Ah, moi je sais ce que c'est que l'hypnose. Des fois, il y a des gens qui en discutait avant, il y a des gens qui m'expliquent ce que c'est que l'hypnose, qui vont me dire, moi je sais ce que c'est que l'hypnose mieux que toi, et qui me font un cours sur l'hypnose. Parce qu'il a quand même fait 1300 heures de formation. Quoi. En présentiel, ouais, 1300, ouais, exactement. Donc voilà. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on a quand même un expert sur le sujet, effectivement. Et puis donc on a aussi des petites formations, des formations courtes qui sont de jusqu'à 4 heures, on est sur les 1 heure, 2 heures, où j'ai extrait des techniques, une technique comme ça, pour apprendre à, par exemple, gérer les traumas, pour apprendre à gérer les ancrages, pour apprendre ce que c'est que les émotions, pour arrêter la procrastination. Donc il y a tous ces cours-là qui sont disponibles. Voilà. Pour les ateliers, on a les formations d'hypnose, 18 heures, coaching mental, on a les formations sur le sommeil, et le stress, l'angoisse, l'anxiété en 5 heures à peu près. Voilà, magnifique. Donc on trouve tout ça sur le site centre-aurora.ch. C'est le site qu'on a développé. Voilà. Et puis prochainement, donc, il y aura une formation d'auto-hypnose en présentiel. Oui, c'est le 7 et 8 décembre, donc ça se passe à Échandon, voilà, à moins qu'on soit trop nombreux et puis qu'on doit se déplacer, ce sera toujours de toute façon dans la région. Et puis voilà, c'est le cours qu'on a évoqué, où on apprend réellement ce que c'est que l'hypnose, on apprend à s'auto-hypnotiser et puis à régler des problèmes par des techniques, avec son inconscient, des techniques de suggestion, des techniques métaphoriques. Donc on a trois types de techniques qu'on va apprendre dedans, et à la fin du week-end, on est capable déjà de savoir ce que c'est que l'hypnose, plus être dans la croyance, d'en avoir fait l'expérience et de pouvoir la reproduire par soi-même, sur soi-même, et puis de régler pratiquement tous les problématiques par les suggestions, les métaphores au travail avec son inconscient. Mais je crois que tu l'as fait, toi. Alors, je l'ai faite, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je l'ai faite si tu oses le dire, moi. Fréquemment, finalement, puisque c'était début octobre. Moi, je l'intitulerais un week-end pour changer sa vie. Ouais, ok. Voilà. C'est vrai. Ça a fait pour moi, ça. Et ça fait ça pour toi, alors aussi. Alors, c'est vrai que c'est incroyable dans le sens que, du coup, on apprend vraiment à gérer son mental. Et c'était un peu ça encore mon problème, parce que j'ai fait des séances aussi avec Gilbert pour le sommeil, puisque j'avais des gros problèmes, et c'est comme ça qu'on s'est remis en contact, en fait, puisqu'on se connaissait à la base depuis il y a 30 ans en arrière. Ouais, ça peut-être qu'on l'expliquera dans une autre vidéo. C'est intéressant, ouais. Et du coup, je l'ai retrouvé comme ça, par hasard un peu, où, tiens, il est hypnothérapeute, j'ai des problèmes de sommeil, parfait, ça tombe bien. Et puis,
Bah, déjà, là, c'est vrai que j'ai compris déjà pas mal de choses, mais c'était pas suffisant parce que j'ai toujours le petit trou du mental, j'étais trop dans le mental. Et bah, c'est de savoir s'en servir. Et ça change la vie. Voilà, c'est vrai. Faut en faire l'expérience. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dubitatifs. Ouais, mais ils exagèrent, ils veulent vendre. Puis en Mhm. fait, non. C'est à disposition. C'est pas cher. On a fait vraiment des prix vraiment pas bas, très très bas pour vraiment que ça revienne pas, voilà, que ça soit pas exorbitant Mhm. et que ça soit accessible à tout le monde. Oui, il y a un coût de la salle, il y a de l'investissement dedans, donc on est obligé quand même on peut pas le faire gratuit. Grave. Euh, Mais c'est mais pour dire... ça vaut le coup, quoi, parce que vous avez la capacité de changer littéralement votre vie avec ça. Je te rejoins complètement. J'ai ouais. changé la mienne et toutes les personnes qui sortent du cours, eh ben, c'est ce qu'ils disent aussi. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que ben, moi j'avais lu le livre avant, donc j'avais déjà des bons débuts pour faire taire le mental, pour aussi mieux communiquer avec les autres, parce que ben, ça aussi on nous apprend pas, et puis du coup Mm. on communique pas forcément bien. Ben, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai pu travailler avec le livre, mais c'est vrai qu'en faisant le cours d'auto-hypnose, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'après on travaille sur soi-même. Mhm. Et on n'a pas besoin, ouais, on fait ça comment Mhm. on est vraiment autonome. Oui. Et j'ai des patients qui viennent, je recommande souvent aux patients de venir parce que ça leur économise après des séances d'hypnose. Et là, j'ai eu le cas là, et je suis content pour eux. Alors pour le business, c'est pas bon parce que je ne devrais pas faire ça. Parce que si c'était du business, eh ben, je leur dirais n'apprenez surtout pas et puis je vous donne du poisson dès que vous avez faim. Mais non, j'apprends à pêcher. Et là, il y a des patients qui avaient besoin de continuer, puis qui ont arrêté avec moi parce qu'elles peuvent continuer toutes seules. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. Mhm. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. Ouais. Donc c'est ça qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir transmettre. Euh, Donner du poisson, ça va m'amuser un moment, mais après, je préfère que les gens apprennent à pêcher. Maintenant, si quelqu'un n'a pas envie de pêcher, n'a pas le temps, bah, je peux lui donner du poisson, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus valorisant et gratifiant pour moi d'apprendre à pêcher. Et c'est vrai que ben, pour plein que ce soit de la petite allergie ou la grosse allergie ou Mmh. du simple petit problème de santé ou même ben, les maladies auto-immunes, du coup, Aussi, ouais. ça c'est hyper important de pouvoir travailler tous les jours sur Ouais, soi ouais. et ça fait vraiment toute la différence. Il y Ah a des oui, gens qui ouais. guérissent vraiment. Oui, mais parce que effectivement, comme tu le dis, il faudrait faire une séance d'hypnose tous les jours. Mhm. Mais on peut pas avec un thérapeute au prix que c'est et puis C'est la ça. disponibilité. On peut pas faire, moi je peux pas faire des séances avec toujours tous les jours avec un patient, c'est pas possible. Au maximum, ce que j'ai fait à l'époque, maintenant je peux même plus, c'est une fois par semaine. Mais l'avantage, ce serait d'apprendre l'auto-hypnose et puis de le faire tous les jours, deux, trois fois par jour quand on n'est pas bien. Moi, j'ai pas eu de grippe depuis, je sais pas, ouais, depuis que j'ai appris l'hypnose, depuis 14 ans. À chaque fois, je fais ça. Moi, je fais 3 séances en une journée et puis j'ai plus rien. J'ai pas loupé un jour de travail depuis une Mhm. vingtaine d'années. J'ai vu le dernier, je suis en train de faire du ménage et puis j'ai vu mon certificat d'absence. C'était un jour, mais c'était il y a 20 ans. Mhm. Oui, alors c'est justement, ça m'arrive d'être malade, ça m'arrive de choper un petit truc, mais du coup, auto-hypnose directe, 3 séances d'une demi-heure, et en 12 heures, c'est terminé. Puis quand on a quelqu'un qui s'occupe de nous, bah, c'est cool aussi. On fait un petit téléphone, et puis ça marche. C'est vrai. Les soins énergétiques aussi à distance, ça Voilà, marche, oui. c'est cool. Les deux sont complémentaires et c'est À cool. fond. Du coup, il y a aussi Spooky. Qu'est-ce que c'est Spooky? Parce que Alors oui, ça, il faut qu'on développe aussi au Centre Aurora, qui a t'as tous alors j'ai t'es énormément. hyper équipé Ouais. en Spooky 2. Alors moi j'aime bien, c'est un autre aspect je suis très curieux, je suis assez autodidacte, en tout cas j'essaye le maximum, je suis tout le temps en recherche et j'adore la recherche justement. Donc tout ce qu'on m'avait dit sur les cycles de sommeil, je les ai étudiés avec des encéphalogrammes. Maintenant c'est des outils qui sont, beaucoup d'outils qui étaient réservés aux milieux médicaux, à la science, aujourd'hui sont proposés dans le milieu lambda, quoi. Tout le monde peut acquérir ces outils à moindre frais et ils sont tout aussi efficaces.
Maintenant, c'est vraiment, ça s'est démocratisé complètement. Et Mhm. donc, j'ai fait ces vérifications, j'ai même été plus loin, j'ai été faire des études, de la recherche. Et puis, je suis très curieux et je m'équipe. Je m'équipe, mine de rien, comme ça. Donc, et le désir, c'est d'aider les gens de manière vraiment holistique. Alors, je sais que ce terme ne veut plus rien dire, mais holistique, ça veut dire sur tous les plans. Ah D'accord? oui, oui, Autant mental, physique, comme émotionnel, moral et, voilà, et spirituel. spirituel. Et donc, il y a toute une batterie d'outils que j'ai acquis pour le physique aussi. D'accord? Et donc, j'ai Bémer qui va travailler sur les capillaires, sur les réseaux veineux, qui va dilater et puis proposer justement des nettoyages du corps avec ça. J'ai des lunettes hypnagogiques qui font qu'on va faire des voyages à travers l'hypnose, mais à travers des lunettes de lumière, avec des images, des flashs psychédéliques. Là, on va travailler aussi sur la décorporation, hein, le voyage astral, etc. J'ai tellement d'outils. On a Non, mais c'était la, déjà pour parler de Spooky, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des frais. J'y arrive, j'y arrive. Ah, d'accord. Mais je veux juste, voilà, on a aussi maintenant, on a acquis cet outil depuis une année, c'est de pouvoir mesurer le champ électromagnétique et énergétique du corps. Mhm. Hein, on a BioWell qui vous fait une lecture de l'aura, qui peut mesurer vraiment le champ énergétique du corps, et on sait où il y a des failles, où travailler. Donc après sur l'énergétique, et puis après sur la psychologie et le mental. Et puis après, sur le physique aussi, avec Spooky qui va travailler avec des ondes scalaires. Donc c'est tout un appareillage qui propose trois niveaux de travail avec le champ scalaire, avec l'énergie scalaire, Donc les les fréquences. fréquences. Donc mince, Nikola Tesla. Nikola Tesla qui disait que le monde était fait de Vibration, vibrations, fréquences. fréquences, Vous comprendrez le monde quand vous le savez considérer en comme termes de fréquences, de nombres et vibration. de vibrations. Voilà. Et donc, c'est vraiment basé là-dessus, sur ces recherches-là, sur Riff aussi, hein, les énergies de Riff qui a guéri énormément de cancers. Donc voilà, c'est vraiment sur des grosses maladies très lourdes et très générales. Ça ouvre un spectre presque total sur les maladies. Parce qu'on va trouver la fréquence de la maladie, puis on va envoyer cette fréquence pour annihiler la maladie, en termes vraiment plus simplifiés. Et on a trois types de travail. On a le remote qui est à distance. On va travailler sur un brin d'ADN où on va pulser la fréquence dessus qui va travailler à distance sur nous. Et on pourrait trouver ça ésotérique et pourtant ça marche. Ben voilà. Moi je me fie qu'au résultat, après l'explication. Après on ira chercher l'explication. Moi je veux voir les résultats. Tout ce que j'attends d'abord, c'est des résultats. Puis après, parce que l'hypnose aussi, pendant longtemps, on a eu des résultats, mais comme on ne pouvait pas expliquer, la science et la médecine l'ont mis de côté. Au moment où on a pu l'expliquer et voir qu'il y avait un état spécifique et grâce au scanner, eh bien, on a dit, oh, bon, on peut le réintroduire dans la médecine. Mais on s'est privé peut-être pendant 50 ans d'un outil qui était fabuleux, qui avait ses preuves, mais juste parce qu'on ne pouvait pas l'expliquer. Pour moi, ça, c'est de la bêtise. Et ça guérit de cancer, ça guérit d'un tas de maladies soi-disant incurables. Exactement. Et donc, du coup, on a remote à distance, on a les fréquences locales, vraiment avec des électrodes qu'on va poser sur le corps, qui vont envoyer les fréquences ciblées, locales, dans le corps. Donc, c'est le contact. On a le scalaire, valise scalaire, donc c'est un champ, on est dans un champ physique, on doit se déplacer, on est sur place, et on a un champ scalaire qui est projeté dessus. Et puis on a une quatrième, c'est pas 3, 4 au fait, c'est qu'on a un rayonnement de plasma qui va envoyer les fréquences. Donc là, on a soit une boule qui envoie du plasma à travers le corps, soit un tube. Et donc, au Centre Aura, on s'est équipé de toutes ces technologies. Et ça coûte assez cher, même si c'est accessible maintenant. C'est accessible à des instituts comme le Centre Aura, mais c'est très cher, c'est un gros investissement. Et donc, du coup, on est là, on peut soutenir et on peut faire. Et c'est là où, justement, l'évolution du Centre Aura, avant, on n'était que dans l'hypnose et des soins directs. Eh bien, aujourd'hui, on va être dans un centre holistique où on va vraiment soigner sur tous les plans la personne avec des outils très différents et pas seulement sur des outils de relations humaines. On aura des outils physiques. Et il y a encore la plateforme Open Synapse. Alors voilà, ouais, parce que moi je m'arrête pas. Hein. On n'avait pas dépassé 1 heure. Open Synapse, eh bien, c'est là aussi, c'est quelqu'un qui des rencontres.
une rencontre avec quelqu'un qui me dit, ouais, est-ce qu'on pourrait faire des séances d'hypnose à distance, en préenregistré, tout ça, on peut faire des CD, tout ça. Il faut le faire d'une bonne intelligence parce que si on fait vraiment une séance d'hypnose, ben, on part du point A pour arriver à un point B, puis si on réécoute l'enregistrement, on repart du point A au point B. Ouais, Mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, donc voilà. Donc il faut trouver un moyen pour qu'on passe du point B au point C, point D, et puis jusqu'à l'objectif. Et puis, du coup, quelqu'un me dit ça avec l'intelligence artificielle, avec ça, je dis ouh là, laisse tomber, c'est pas possible, c'est ridicule. Puis après, ouais, c'est dangereux, hein, évidemment. Donc non, faisons pas ça, c'est trop dangereux, oublie, dégage, enterre ton idée, puis très vite, mais c'est évident, là, c'est l'avenir, hein, on ne va pas se passer de ces outils-là. Et donc, du coup, il m'a présenté, c'est Charlie Ayo, avec qui je travaille, je suis devenu associé d'OpenSynapse. Il m'a présenté la première version d'OpenSynapse. Et là, c'était bourré d'erreurs, c'était très mauvais, surtout en hypnose. Le boulot qu'il avait fait derrière était extraordinaire, mais l'hypnose, c'était pas de l'hypnose, c'était pas bon, quoi. Mais par contre, c'était prometteur. Et là, j'ai vu vraiment le potentiel. Et là, je me suis dit, s'il est ouvert à la critique et au changement, on peut aller très loin. Et il a été très ouvert à la critique, au changement, et il a tout revu le concept. Et je lui ai dit, voilà ce qu'on peut faire, machin, tout ça. Puis en pensant que ce ne serait pas possible sur le plan informatique, puis à chaque chose que je lui proposais, il a trouvé des solutions et il l'a installé. Ouais, c'est un vrai génie. Et on est parti sur des idées novatrices qui existaient nulle part ailleurs. Alors très vite, on a essayé de nous copier, on a sorti des trucs. Ça, c'est aussi... C'est assez fou. Allez, je vais le dire parce que ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Il y a des choses, tu sais, il y a des gens qui te surveillent et puis qui regardent, hein, quand tu es un moteur comme ça, qui te regardent du coin, puis qui te sortent les mêmes idées juste après ou juste avant qu'ils essaient de copier. Il y a quasi 10 ans, je sortais le Café Hypnose, que j'ai relancé d'ailleurs maintenant. C'est tous les mardis, vous pouvez avoir sur YouTube la chaîne Centre Aura un Café Hypnose, petit format, 20 minutes à peu près, pour parler d'hypnose. Et là, je sortais Café Hypnose. Un mois après, il y en a un autre, Café Hypnose. Personne n'utilisait ça. Coaching mental, j'étais le premier à utiliser cette expression-là. Et après, on a voulu, j'ai un peu tapé du poing, on dirait, oh, vous arrêtez, là, c'est moi qui ai développé ça dans cette idée-là. Et puis, maintenant, le coaching mental, tout le monde l'utilise. Mais c'est fou parce que c'est inspirant, c'est normal, alors je ne reproche rien, hein, c'est comme ça. Et puis l'application, là aussi on est arrivé précurseur, et puis il y a des espèces de volonté d'imitation qui n'existent pas parce qu'on est tellement loin dans le développement avec OpenSynapse, avec l'intelligence artificielle, avec un psy qui est là, qui va vous répondre, qui est vocal, qui est pratiquement immédiat. Vous avez un soutien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est ce qu'on voulait, avec des séances d'hypnose qui ne sont jamais répétitives. C'est-à-dire que ça qui est incroyable. Vous avez sur un sujet d'hypnose, vous pouvez faire 50 000 séances d'hypnose, ce ne sera jamais 2 fois la même. Donc voilà, donc on a un truc de... Et en plus, le système suit l'évolution par rapport à la personne. Donc vous créez en fait juste un login à la base. C'est ça. Tu crées un compte et après, les séances changent à mesure, au fur et à mesure de l'évolution. Ouais, c'est ça. Donc chaque domaine, on a fait plusieurs catégories où on a ciblé les hypnoses. Il y a toute une partie sophrologie, il y a tous des outils de bien-être aussi dedans, dont la méditation, la cohérence cardiaque. On a justement... on a un ensemble d'outils qui est incroyable, avec des ateliers, avec une communauté, donc c'est fantastique. Et vraiment, j'aurais jamais pensé à la base que ça puisse voir le jour, parce que je donnais des challenges comme ça en disant ouais, il n'arrivera pas, c'est pas possible. Et en fait, oui, à chaque fois, on l'a fait. Il y a un petit truc, la météo du jour aussi, qui est juste incroyable. Où selon nos cycles, c'est vrai qu'on n'est pas toujours au top. La Lune, le Soleil, le cycle de la Terre, et nos cycles à nous aussi. Et d'avoir son petit journal du biorhythme, voilà, exactement. Et l'intelligence artificielle, en fonction des données qu'on aura mis dedans, va nous faire une prévision de notre météo. Elle est capable de faire une prévision. Et comme ça, vous pouvez dire, ah non, là, je planifie pas mon big stage. Là,
oui, je peux le mettre. C'est ça, c'est qu'il y a des risques parce qu'il y a des facteurs qui sont des corrélations et puis qui pourront, avec, comme la météo, et c'est pas une science exacte, mais qui pourra nous dire il y aura une tendance plutôt au mauvais ou plutôt au beau à ce moment-là. Puis voilà, quoi, on peut travailler avec du coup. Incroyable. Ouais. Donc Bah il y a ouais, tout voilà. au centre Aurora pour être en pleine santé. On espère, en tout cas c'est ce qu'on veut, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur santé, dans le développement personnel, l'autonomie aussi, hein, les rendre autonomes. Mais des fois on ne peut pas toujours, hein, quand on a un cancer puis qu'on ne sait pas comment faire, voilà, on a nous des outils ici qui peuvent peut-être aider. Je dis bien peut-être parce qu'il faut essayer. Ça va peut-être pas, c'est peut-être pas la magie, mais voilà, quand on a tout essayé, il reste encore ça éventuellement. C'est clair que ça ne remplacera pas le côté médical, mais ça donne un bon accompagnement et Oui. avec toutes ces forces-là. Merci de la précision. C'est vrai qu'on est conjoint au service médical, évidemment. Hein, on ne remplace pas des soutiens de l'hypnose, d'énergie, sans un soutien médical, sans un avis médical avant. La première question qu'on pose, autant Christelle, j'imagine, que moi, quand on a quelqu'un qui a une problématique, c'est qu'en dit le médecin, qu'est-ce que vous avez fait, voilà. Et puis si c'est pas le cas, allez voir votre médecin, puis on se voit après. Il y a un diagnostic qui est posé, puis nous on va travailler avec ce diagnostic, puis voir aussi surtout l'historique, la cause. On va essayer de trouver la cause. Voilà. Mais ouais. Quand on trouve la cause, en général, ouais. c'est ça va vite, hein. La voie de la guérison. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. Voilà, tu vois, c'est tellement riche, ces échanges. Et j'ai toujours moi aussi bavard. Elle est passionnée, c'est génial. Voilà, vous avez de manière quasi exhaustive tout ce que j'ai fait, ce que je fais. Il y aurait peut-être encore à en dire, ça c'est sûr. Mais au moins, c'est fait et j'ai pas besoin d'y revenir dessus. Hein, c'est ça aussi. Voilà, et comme ça, pour les nouvelles personnes qui ne connaîtraient pas encore Gilbert, eh bien, ils peuvent regarder cette vidéo et tout est dedans. Et voilà. Pour l'instant. Top. Merci beaucoup, Christelle, pour l'invitation. Merci. À bientôt. Au Centre Aurora pour l'invitation. Bientôt. Bonne soirée, au revoir. À bientôt, au revoir.